Merci beaucoup Valérie pour cette très gentille introduction. Et à la fin, tu as dit c'est aussi pour ça que nous la recevons, mais c'est complètement et d'abord pour ça que je suis reçue et que j'ai été invitée. Merci Philippe encore. Donc je commence par remercier vraiment. C'est la première fois que je vais parler en public de mes expositions au grand public. Donc ça me fait un peu quelque chose. Donc c'est une communication qui sera beaucoup moins académique que celle que j'ai l'habitude de donner dans les colloques. Il n'y aura pas de biblio à la fin. Et c'est vraiment quelque chose qui va ressembler donc, à un témoignage de ce que j'ai pu vivre et apprendre un peu en faisant mes armes, comme Anna le proposait tout à l'heure, parfois un peu à mes dépens, un peu parce que donc c'est un retour aussi un petit peu critique. Donc je suis contente de savoir que c'est une assemblée bienveillante, parce que il y a des choses que je trouve que j'ai abordées de façon un petit peu naïve. Et je vais en fait répondre un peu aux questions que Martin Stegou posait ce matin. Donc j'étais très heureuse d'écouter votre communication aussi, parce qu'il y a des questions que je pose aussi, donc ça va rentrer en résonance avec ça. Oui. Voilà, donc merci de m'avoir invitée et de me donner l'occasion de revenir sur cette expérience qui est d'abord pour moi un apprentissage, vraiment un apprentissage et une expérience de contraintes qui sont liées aux différents formats médiatiques. Et c'est vrai que d'abord, pour vous présenter un peu une petite typologie des formats médiatiques que je peux rencontrer, et j'ai une expérience un petit peu fréquente des deux maintenant, il y a d'abord l'oral, et puis il y a l'écrit. À l'oral, il y a quelque chose qui peut être une interview, j'ai pas mal d'interviews. Ces interviews peuvent être diffusées en différé. Et là, il y a un enjeu. Tout ça, en fait, j'ai pris du temps, j'ai mis un peu de temps à prendre conscience de ces enjeux. Mais donc, il y a un enjeu qui est le montage. Donc, par exemple, j'ai eu des interviews pour des JT TV à la grande audience de 20 heures. Et ça, j'arrête. Ça, j'arrête parce que je vais poser la question souvent de faut-il ou ne faut-il pas y aller. Et ça, c'est quelque chose, je dis non maintenant depuis 2-3 ans parce que c'est l'enfer. C'est-à-dire que vous êtes interrogé pendant vraiment 1h30. Et il reste 20 secondes de ce que vous avez dit. Vous avez essayé de dire des choses un peu nuancées et il reste la phrase bête, le truc qui voulait vraiment rien dire. Et donc ça, je trouve ça très difficile. Et je pense qu'il faut être... ça fait partie des surprises, plutôt des mauvaises surprises. Après, ça continue malgré tout à avoir... Peut-être c'est pas bien d'y renoncer, on va en parler. En tout cas, il y a une prise de risque. Et puis, il y a des prises de risque beaucoup plus limitées qui sont des podcasts. Où là, j'ai fait quelques podcasts avec des journalistes, notamment un podcast sur arte.radio, qui est une journaliste qui en plus a fait une agrégation de lettres, qui est assez chercheuse, qui s'appelle Delphine Saltel, et elle qui m'a donné le loisir de développer des propos qui en plus étaient en lien avec mon expertise, c'est-à-dire l'expressivité, c'est-à-dire la façon dont les émotions sont perçues et manifestées, pas à travers le code lexical, mais à travers donc, des structures syntaxiques ou d'autres phénomènes comme le sens figuré. Donc là, il y a en fait une prise de risque qui est plus ou moins grande. Il y a évidemment l'oral en direct, et ça je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est le pire évidemment, c'est le plus risqué, et donc là il y a des enjeux que j'ai perçus un peu tardivement aussi. Et puis il y a les oraux retranscrits comme les interviews ou débats, où là il s'agit de vérifier que l'on peut relire, et c'est pas toujours le cas. Mais ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus où les journalistes vous envoient l'interview. En fait, ils sont contents. Ils limitent eux-mêmes leur responsabilité dans les propos qui sont diffusés. Donc ça, je demande un peu systématiquement à relire, et puis je peux rechanger là quelques mots ou préciser ma pensée. Et puis il y a bien sûr à l'oral ce que je fais régulièrement depuis 2 ans, c'est-à-dire des chroniques à France Inter. Et là, j'ai appelé ça scripté, puisque donc j'ai écrit mon texte. Et en fait, c'est paradoxalement évidemment ce qui est le plus confortable. Donc j'ai mis confort entre guillemets, parce qu'il y a d'autres contraintes. C'est en 3 minutes 30 que je dois essayer de traiter un sujet, de le rendre à la fois un peu drôle et entertaining, un peu distrayant, et quand même avec du contenu. J'essaie à chaque fois de donner au moins une idée, voire 2, de citer un collègue. Donc ça, mais ça, j'ai accepté de le faire, j'ai un contrat pour ça, et je suis préparée, et donc c'est vraiment pas trop compliqué, je reviens là-dessus tout à l'heure. Et puis à l'écrit, il y a les tribunes, bien sûr, toutes seules ou collectives, puis il y a les livres dont vous avez parlé. Et donc tous ces formats petit à petit, la confrontation à ces différents formats m'ont fait prendre conscience de différents dilemmes. 3 dilemmes en fait, et donc c'est ça dont je vais parler dans cette petite demi-heure. Donc d'abord un premier dilemme qui est la vulgarisation
qu'est-ce que c'est en fait de vulgariser, comment diffuser et quel point de vue il faut privilégier comme point de départ. Et donc c'est pour ça que je dis que je réponds à Martin Stigou tout à l'heure, puisque c'est une question de positionnement dans ce dialogue que vous avez appelé un dialogue transdisciplinaire. Oui, moi au début, j'ai pensé naïvement et avec la meilleure intention du monde que j'allais prendre le point de vue des linguistes profanes, c'est-à-dire des non-linguistes, puisque je constate toujours dans la vie de tous les jours que ça marche très très bien quand vous allez jusque-là, enfin une question de positionnement, et ça ne me dérange pas et j'aime bien faire ça, mais je me suis aperçue qu'il y avait aussi quelques limites à ça, donc j'y reviens tout à l'heure. Et donc la question de language awareness se pose aussi, on en reparlera. Il y a aussi un autre dilemme qui est là, un peu personnel, mais que je pense dont je peux vous parler, puisqu'on est nombreux à l'avoir dans ce métier, et il se pose de façon très critique quand il s'agit de médiatisation, qui sont les complexes de légitimité intellectuelle. C'est-à-dire qu'évidemment que les 3/4 des sujets sur lesquels j'interviens ne relèvent pas du tout de mon champ de spécificité de recherche. Et ça, je le vis plus ou moins mal. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vraiment beaucoup, et je vais en parler, essayé d'envoyer des gens à ma place. Or, il se passe cette chose que souvent les journalistes sont très contents d'avoir trouvé leur interlocuteur, interlocutrice, et plus vous êtes connu, je mets entre guillemets, mais plus il y a une forme de notoriété, d'habituation, puis ils savent que je fais le job, que que je peux faire des blagues, que je vais pas mal le prendre, et puis ils sont rétifs en fait, ils veulent pas d'autres gens, donc ça c'est compliqué, donc il faut argumenter, puis parfois c'est en fait c'est vous ou c'est personne, et dans ce cas-là, en général j'y vais, si l'enjeu me semble intéressant. Voilà, donc ça c'est un complexe, j'y reviendrai. Et puis il y a un autre dilemme, et là ça fait partie donc de mes découvertes récentes, et ça fait toujours écho à la communication de Martin Stigou, à savoir un dilemme de positionnement idéologique et politique, que je me suis trouvée en fait devoir aborder, ne pas pouvoir m'y soustraire, et même qui a provoqué chez moi en fait depuis 5 ans que je parle dans les médias, un infléchissement de ma recherche. Donc j'en parlerai, c'est-à-dire que je me suis aperçue que c'était gentil de théoriser de façon abstraite sur l'évolution du langage, etc., mais qu'en fait c'était totalement peut-être désinvolte, voire malhonnête. Maintenant, je le ressens comme une malhonnêteté, mais alors c'est un peu fort peut-être, mais de le faire sans avoir pris la mesure de la façon dont les discours sur le langage circulent aujourd'hui, et comment les politiques s'en emparent, et ce qu'on peut en faire d'un point de vue sociétal, et comment on peut les retourner. Et ça, j'y suis devenue extrêmement sensible, peut-être parce que j'étais trop exposée, je ne sais pas, à des agressivités, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'incorpore maintenant. Et pour vous dire, j'ai carrément écrit à mon éditeur du premier livre pour dire est-ce que je peux changer des trucs que j'ai mis, tellement je trouve maintenant qu'il y a des réflexions qui sont trop, on dirait, hors sol aujourd'hui, parce qu'elles sont théoriques. J'ai une formation en philo à la base, moi, et j'ai abordé ça gentiment, sans du tout avoir tâté l'épaisseur et l'agressivité des débats qui sont notre réalité aujourd'hui. Et donc j'ai juste mis Bourdieu sur la télévision parce que vous connaissez peut-être ces débats, ces petites émissions télé où Bourdieu était revenu sur la pertinence des intellectuels d'aller à la télé. Et il conclut plutôt pas que c'est impossible en fait de penser. Est-ce que c'est possible de penser à la télé? Et c'est vrai que moi, mes petites expériences de télé, c'est très difficile. Et donc vous incarnez une position, et voilà, faut être un peu raccord. Est-ce qu'on est prêt à l'incarner et à subir ce que ça génère comme conséquence? Est-ce que cette prise de parole vaut la peine, et pourquoi on le fait? Voilà, c'est plein de questions, donc la question étant celle de l'intellectuel vis-à-vis du grand public, mais je pense qu'il est impossible en fait de ne pas vouloir que notre métier serve à quelque chose. En tout cas, moi je le vis comme ça, et des échos dans la vie de tous les jours, et que les gens puissent s'en emparer comme d'un outil pour mieux vivre, comprendre des enjeux, et notamment des discours qu'on leur adresse en permanence. Voilà, donc le premier exemple, c'est un exemple de chronique. Je vais pas prendre le temps de faire ça parce que c'est le plus facile, mais en fait, je voulais vous montrer les solutions que j'ai trouvées, mes petites solutions à ma petite mesure, modeste, et elles vont peut-être évoluer pour répondre aux questions des 3 dilemmes que j'ai dit. Donc pour les chroniques qui sont du texte scripté, la légitimité, je réponds en concevant mon rôle comme le rôle de passeuse. Alors d'une passeuse en fait, c'est-à-dire que tout simplement, en plus je dois traiter des sujets qui soit sont le sujet de l'émission du jour, donc je les sais 4 jours avant, soit j'essaie de proposer autre chose, mais d'actualité,
comme pour la sortie du dictionnaire de l'Académie française du dernier tome, etc. Et là, on me dit oui ou non quand même. Donc j'ai quand même très peu de jours pour m'adapter, mais en général, donc j'essaie de citer, évidemment, de faire connaître, de diffuser littéralement, d'être une vitrine du métier, de montrer que ça sert à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, enfin, à quoi sert ce métier. Et puis parfois, c'est même pas une vitrine du métier de linguiste, mais c'est carrément juste enseignant-chercheur, quoi, finalement. C'est au fait, qu'est-ce que c'est de réfléchir. Puis comme j'ai une formation donc, très hybride, puisque j'ai intégré Ulm en philo, d'abord je voulais faire la philo, puis après j'ai fait la littérature, puis après j'ai découvert la linguistique, et puis après j'aime la littérature, donc j'applique la linguistique au texte littéraire. Tout ça fait que finalement, quand on a un invité qui parle des baleines, je parle de Moby Dick et je suis très contente. Et je transpose et je crois que ça me permet voilà, je suis assez polyvalente avec ce problème que peut-être... Parfois, je ne suis pas... Donc le problème, j'ai écrit, c'est de connaître les travaux des collègues. Et c'est vrai que souvent, je suis vraiment un peu embarrassée de me dire j'ai pas peut-être trouvé la bonne référence sur ce sujet. J'ai eu, je sais pas, 5 heures pour chercher. Et voilà, plus la contrainte de temps, en 3 minutes 30. En plus, on me reminute, je suis la dernière, je finis l'émission, donc j'ai vraiment pas le droit de dépasser. Donc c'est très... Il y a vraiment un enjeu sur le temps. Plus, bon, c'est mon style habituel aussi, mais je crois beaucoup, et j'ai pas le temps de développer ça, mais à l'humour, comme une vertu pédagogique, c'est-à-dire que voilà, ça fait quand même 20 ans que je m'aperçois que quand je fais une blague, les étudiants se mettent à comprendre quelque chose qu'ils n'auraient pas du tout compris parce qu'ils pensaient qu'ils ne comprendraient pas. Donc ça déconstruit leurs attentes et leur stress. Voilà, ça marche très bien. Après, pour la vulgarisation, quel point de vue de privilégié? Donc en effet, je voulais parler de la notion de tic de langage parce que c'est un exemple très concret et qui va vous parler, je pense, de la façon dont j'ai évolué là-dessus et dont je pense que j'ai peut-être fait des erreurs, je ne sais pas, c'est un débat. En gros, dans le premier livre de 2020, qui était une commande en fait. C'est-à-dire que je me suis jamais dit tiens, j'ai envie de faire de la vulgarisation. Il faut savoir peut-être pour comprendre pourquoi j'ai été un peu naïve au départ. C'était pas un enjeu, on est venu me chercher, c'est une chance sans doute puisque j'aime bien faire ça. Mais donc j'avais pas réfléchi, voilà. Et surtout je suis linguiste angliciste d'abord, et donc réfléchir à ma propre langue finalement c'était, j'avais pas les outils critiques encore moins. On en parlait avec Philippe à table, mais une langue maternelle qu'on a complètement inconscientisée, donc j'étais un peu moins critique, je pense que c'était moins un objet d'étude. Et donc je suis partie sur l'éthique du langage, puisqu'on me demandait de réfléchir à ça, et puis je n'ai pas remis en question cette terminologie par exemple. Je me suis dit, toujours avec cette idée, je pars du point de vue du public, du grand public, c'est une réalité qu'ils vivent tous. Je veux dire, c'est le sujet d'un repas de famille sur 10. Pourquoi le jeune a dit du coup, pourquoi il dit en mode, on n'en peut plus. Enfin, et donc, je n'ai pas du tout pensé qu'il était important de dire attention, cette notion tic de langage, ce terme ne correspond à aucune réalité vraiment scientifique qu'on puisse définir aisément, quoi. Du coup, j'y suis allée, vous voyez, gaiement. J'ai proposé cette sorte de petite typologie rigolote. J'ai dit qu'il y avait les intenstiques, les fatiques, les syntactiques, vous voyez, en essayant de les départager. Donc, les intenstiques, c'était évidemment grave et trop, enfin, vous voyez. Je trouvais ça intéressant, tout en soulignant leur nécessité. Donc, en fait, l'idée était toujours de les valoriser, de dire qu'on en avait besoin, de dire qu'en fait, c'était des béquilles à l'oral et qu'on ne pouvait pas faire sans. Et que si c'était pas ça, ce serait un autre mot, en fait. Mais quand même, du coup, je confortais l'idée qu'il y avait des tics de langage, vous voyez, en déclinant ça, quoi. Donc ça, depuis, je fais un gros retour critique parce que depuis 5 ans se sont passés où j'ai dû parler à des gens qui produisaient des écrits sur l'éthique de langage pour produire des discours déclinistes, dire que le français allait mal, qui gagnaient de l'argent en faisant des dictées, en disant avec des discours, des postures prescriptivistes terribles. Et je me suis dit, ah mais non, mais donc j'ai été très naïve, donc je me suis accusée de beaucoup de naïveté. Je pense que j'étais un peu une intellectuelle dans une tour d'ivoire, d'une certaine façon, et que je ne connaissais pas l'opinion publique. J'ai eu la chance de ne pas être beaucoup exposée, en fait, à des discours prescriptivistes, je pense. Oui, c'est ça, en fait, ma chance, je pense. Enfin, j'ai pas du tout... voilà. Donc, j'avais méconnu aussi les enjeux politiques. Et donc, depuis que j'ai été face à ça, face aussi à des interlocuteurs qui plaquaient ça et qui en profitaient pour construire des discours qui parlaient de tout à fait autre chose, je me suis armée peu à peu et je me suis méfiée, j'ai appris à me méfier, j'ai vu qu'il y avait récupération potentielle au profit de postures idéologiques et je me suis dit mais c'est impossible en fait de parler d'un point de vue purement scientifique. C'est quoi le point de vue purement scientifique? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il est possible d'intervenir dans un débat public sans aucune idéologie? Ma réponse est aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il y a 50 ans, aujourd'hui j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Moi, ça n'a pas été possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis allée dans un média, on m'a confronté à un point de vue extrême et opposé, et il a fallu, et qui m'a caricaturée dans ma propre position.
À la base, je ne pense pas du tout, par rapport à l'évolution du langage, je pense avoir une position assez médiane et nuancée en fait. Mais je me suis retrouvée à devoir en permanence dire mais c'est pas un problème. Et du coup, on me dit alors vous trouvez ça génial l'éthique du langage? Genre, en fait, c'est pas ça le problème, donc c'est fatigant. Mais voilà. Donc du coup, j'ai fait carrément. Je me suis aperçue que la priorité c'était de déconstruire la notion plutôt que de la revaloriser. Carrément la déconstruire. Donc j'ai fait une petite chronique à la rentrée intitulée Mea culpa et mort éthique de langage, en disant que j'en pouvais plus de cette notion en fait, que les gens à chaque fois qu'ils disaient éthique c'était pour dénoncer et ça s'inscrivait dans une posture idéologiquement que je contestais, que je ne voulais pas endorse, on dit en anglais, voilà, endosser, et qu'elle était toxique et qu'elle révélait en fait un problème de compréhension des bases élémentaires de ce que c'est qu'une conversation entre deux humains en fait. Que l'IA, à la rigueur, c'est ça qui nous différencie de l'IA. Maintenant je dis ça, en fait, vous voyez ce que vous appelez éthique du langage, l'IA ne peut pas les produire, donc c'est l'humanité en fait. Mais donc c'est compliqué, c'est compliqué. Pour les oraux retranscrits, deuxième exemple, autre moment de mon petit itinéraire médiatique où j'ai eu un gros doute sur la légitimité que j'avais à aller quelque part, c'était un cas d'oral retranscrit, c'était un débat que me proposait Philosophie Magazine. Ça va t'intéresser. Et en fait, donc là, le rédacteur en chef de Philosophie Magazine m'écrit, me dit voilà qu'ils organisent un débat, qu'ils ont un nouveau format, donc je vous montre la tête du livre, puisque vous avez déjà la réponse, j'y suis allée, donc y aller ou ne pas y aller, j'y suis allée. C'était un débat avec, mené par Karim Rissouli, vous savez, l'animateur de C'est ce soir. C'était orchestré par Martin Legros, qui est rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Et il voulait une linguiste. Et en fait, j'ai appris après qu'il avait aussi écrit une collègue du collectif, donc là, Elia Véron, qui, elle, avait dit non. Et moi, en fait, j'ai d'abord dit... Donc, vous voyez là le titre, Les écrans contre la parole. Ça, c'est le titre du bouquin qui a fini par sortir, qui est en fait un débat qu'on a eu à l'oral et qui a été retranscrit. On a relu très rapidement, on a eu une semaine pour lire les trucs. On avait parlé 3 heures, voilà. David Le Breton, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donc un chercheur anthropologue qui tient beaucoup de discours de déclinistes. Et le bouquin qui venait de sortir s'appelait La fin de la conversation. Et moi, si Philosophie Magazine m'a contacté, c'était avec ce titre-là, c'était en tête, est-ce qu'on peut toujours converser aujourd'hui? Donc ça ressemblait plus à de la linguistique déjà que les écrans contre la parole. Et moi, j'avais dit, oui, on peut converser, mais si on va parler des écrans et des conversations numériques, je ne suis pas spécialiste. Et donc là, j'avais dit, voilà, j'ai 2 personnes, et j'ai vraiment, on s'est appelé, j'ai dit, il y a Anne Cordier, qui est quelqu'un qui travaille en infocom, une professeure qui travaille sur les usages numériques. Et puis j'ai aussi essayé de faire venir Marianne Pavot, qui elle travaille sur la linguistique, donc toujours dans le numérique. Et en fait, pour les raisons dites plus haut, que je suis identifiée, que peut-être il a vu que j'étais un peu généraliste, que je sais pas, donc non, c'était moi et on pouvait être que 3. Donc en gros, voilà, je fais le rôle de la linguistique et la linguiste progressiste à chaque fois. Donc là, j'ai dit, ok, je fais quoi? Là, Elia Véron disait, ce serait elle de le dire, mais je pense elle n'y allait pas. Elle trouvait que pourquoi on devait discuter avec une ex-ministre, Najat Vallaud-Belkacem, et puis quelqu'un qui allait tenir des discours donc très très déclinistes. J'ai dit oui, mais pourquoi et pourquoi pas? Pour le coup, moi, je trouve que oui, là, oui, on discute. C'est des gens qui sont dans le débat public, évidemment, donc j'étais pas contre. La solution que j'ai trouvée, une fois de plus, là, je vous ai mis que j'ai dit au rédac-chef de Philo Magazine, je viens, si vous lisez les travaux de ces 2 chercheuses. Il les a lus, il les a intégrés dans les questions qu'il posait, et moi, dans mon retranscription, là, je les ai abondamment cités, quoi. Je me suis dit, voilà, donc c'était encore une sorte de façon de passer ces opinions, de montrer leurs recherches qui, elles, ont bien des chiffres, quoi. On parlait de chiffres pour montrer que non, il n'y a pas une analphabétisation des jeunes, que oui, les supports peuvent être une façon d'être créatif, que oui, il y a des conversations, qu'est-ce que ça veut dire conversation, enfin voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Et puis enfin, pour l'oral en direct, évidemment, c'est le plus douloureux et le plus difficile à gérer, on va dire, c'est les interviews en direct, et puis ces débats que j'ai mis entre guillemets, puisqu'évidemment, Bourdieu dit c'est quoi les débats, les faux débats. Donc les débats, c'est-à-dire que vous êtes distribués dans un rôle, et vous avez exactement 10 minutes ou 15 minutes pour essayer de dire quelque chose dans votre rôle, quelque chose qui ne soit pas
seulement en répondant à l'agressivité peut-être de l'adversaire. C'est pas évident. Anna Bélier, qui est parmi vous, est très forte pour ça, je trouve. Si, c'est à cause d'elle que j'ai subi beaucoup de ces interviews, donc je suis contente de dire qu'elle est là. Mais en tout cas, c'est un exercice, c'est pas évident, il faut garder son sang-froid, etc. Et donc ce qui est sûr, c'est que les médias vous poussent à la caricature. Voilà, ça je l'ai vraiment vécu. Je me sens poussée vers ma propre caricature. Alors, cette caricature est celle de la linguiste progressiste, wokiste, donc woke. Et je me dis que tout compte fait, si je vis bien avec ça, c'est que je préfère 100 fois jouer ce rôle-là. Vous voyez, il me ressemble beaucoup plus. À défaut, si je dois choisir ok, je prends celui-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment particulier, parce qu'en fait, ça me pousse à des extrémités. Et c'est très très difficile quoi. Et souvent je pense quelque chose de beaucoup plus nuancé en fait, mais c'est impossible de la faire entendre cette nuance. Donc évidemment il y a un exemple que vous avez peut-être entendu, certains parmi vous m'ont dit je t'ai entendu, qui était une matinale à France Inter face à Antoine Compagnon, où il est arrivé, et là c'était intéressant parce que je me suis rendu compte seulement à la fin qu'il ne s'était pas adressé à moi en tant que personne, mais à moi, en tant que j'étais le collectif des petits linguistes atterris, comme il a dit, et pas les linguistes atterrés. Et le niveau de violence qu'il a exercé à mon égard était compréhensible que là-dedans. Qu'en fait, j'étais pas moi, il s'en fichait un peu. Enfin, je dis ça, on s'était déjà vu en fait dans une autre interview, et je pense que je l'avais déjà agacé parce que j'avais déjà dit des choses qui. Voilà. Et donc en fait, je suis arrivée, il y avait une colère à mon égard qui a été difficile à gérer. Et j'ai dit des trucs qui étaient des semi-approximations. J'ai pas trop dit d'erreurs, mais et lui, il a dit des erreurs en fait. Beaucoup, que Monté va débunker dans une vidéo prochaine, tu le diras. Mais c'était très difficile, et c'est vrai que ce format, là par exemple, ce format, c'est une question, est-ce qu'il faut y aller quoi. C'est vraiment un nouveau format, vous avez peut-être remarqué, le débat de la matinale, ça fait 2 ans seulement qu'ils l'ont. Et donc c'est 10 minutes où vous êtes face à quelqu'un qui cherche, c'est la polémique. Et je sais pas si j'y retournerai moi franchement. Et donc un autre exemple pour finir avec un petit retour critique où là aussi j'ai été assez mauvaise. J'ai été mauvaise, mais après j'ai eu des retours de gens que je ne connaissais pas, à qui ça a beaucoup fait du bien par rapport au complexe de l'orthographe et tout. Donc je me dis bon, ça a quand même servi à quelque chose. Donc ça c'est dans l'air. Donc là pour vous donner le contexte aussi qui est un peu dingue, c'est dans l'air. Vous savez donc cette émission sur la 5, je crois. Ouais, et C'est dans l'air me demande le samedi matin si par hasard je suis disponible le samedi après-midi pour venir parler francophonie. Et en fait, vraiment par hasard, je bossais, je pouvais. Plus, j'avais révisé la francophonie parce que j'étais à France Culture la veille. Et donc, j'avais tous mes chiffres sur la francophonie. Je dis, OK, c'est la francophonie. Oui, c'est vraiment la francophonie, les apprenants. Bon, parfait. J'arrive sur le plateau, donc 5 minutes avant, et là, la dame qui m'introduit sur le plateau est un peu embarrassée, me dit en fait, je crois qu'il va plutôt vous demander si le français est toujours la langue de Molière. Je dis ok, c'est pas la francophonie. J'ai pas révisé, j'ai vraiment pas révisé. Et donc j'étais énervée, j'ai dit c'est pas normal en fait. Mais ah oui, et en fait ce qui s'est passé. Parce que j'ai compris qu'il s'était passé, mais comme il se passe beaucoup, comme d'habitude, donc ma caricature me précède, mon persona, vous savez, me précède, c'est qu'en fait, au moment où le tract du français va très bien était paru, donc on avait été invité avec Anne Abélier à la matinale France Inter, et j'avais préparé sous le contrôle de Gilles Sioufi, votre collègue en histoire du français, quelques mots à dire avec une prononciation un peu plus 17e-iste, vous voyez, et ils avaient adoré, c'était très rigolo. Et donc on est là, vous pouvez parler comme quelqu'un du 17e et tout. Donc en fait, le temps de leur expliquer, non mais attendez, c'est un peu hypothétique, c'est difficile à documenter, oui peut-être, et puis dans certains contextes, ça c'est pas possible, ils s'en fichent complètement évidemment. Donc maintenant, dès que j'arrive quelque part, on me dit, comment il parlait au 17e siècle. Et le truc produit sa propre caricature, parce que je peux pas dire, écoutez, je le fais pas, non, désolé, quoi, les insulter ou les injurier. Donc c'est compliqué. Donc là, il m'a fait tous les clichés en 10 minutes, mais en 10 minutes, et je vais pas vous passer la vidéo des 10 minutes, je vais vous passer les 3 dernières minutes quand même, mais tous les clichés, au lieu de me faire la francophonie, j'ai eu droit donc de la part de ce journaliste qui était par ailleurs tout à fait content et bienveillant, simplement il faisait comme Bourdieu décrit c'est-à-dire qu'il servait la soupe
vraiment tous les clichés, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu à la suite... non, mais je vous les ai écrits... Ah non, je les ai écrits après. Mais en gros, donc le français est-il la langue de Molière? Donc il me pose cette question. En me poussant vers un non, puisqu'il savait que je disais plutôt non. Et c'était mon objectif, en gros. On va dire que si on réduit, on vulgarise un maximum, l'objectif est, depuis que ce collectif existe, d'essayer de faire percevoir l'historicité de la langue. Donc de dire, écoutez, on n'est pas conscient de l'évolution parce que dans notre époque, on n'a plus en fait d'exposition aussi grande qu'avaient les Français, les francophones du 15e, 16e, à la variation, etc. Donc on veut dire non. Donc je veux bien dire non, mais dans une certaine limite, c'est-à-dire que c'est quand même du français. Et en fait, il me pose, il dit, mais alors ce n'est pas du tout ça, mais alors si un Français qui écoute aujourd'hui quelqu'un du 17e, il ne le comprend pas du tout, et puis si on lit français Molière dans le texte, est-ce qu'on reconnaît? On ne reconnaît pas du tout. Et en fait, si vous voulez, moi j'étais là, je voulais dire un petit peu, mais pas complètement, mais bon, et c'était pas possible. Donc je me suis retrouvée à dire non, on reconnaît rien. Et je me suis dit, bon, n'importe quoi. Enfin, ça, c'était quand même, voilà. Et puis après, il y a eu d'un coup un sujet, ils avaient filmé des jeunes dans la rue, donc c'est devenu le langage des jeunes. Donc là, on a eu des jeunes qui disaient des expressions que j'avais jamais entendu parler, quoi, donc il fallait que je commente ça. Ok, et puis après, on a eu la dernière question, mais donc ça, je vous le montre. Donc oui, je vais faire ce truc difficile de m'entendre, vous. Alors, je vais mettre à la fin, hop là, 8 minutes 10. J'espère qu'il y aura du son. Vous allez entendre ça. La fin sur le dernier truc qui me sort d'un chapeau. Ok. Donc le montre bien. Donc c'est vrai qu'on a toutes sortes de potentialités là, je galère, là. De communication et d'apport réciproque entre 1000 cultures qui partagent une langue. Bon, les sujets qui fâchent, niveau de français, je cite le Parisien, le niveau en baisse, manque de vocabulaire. Quand vous recevez un texto, salut, ça va, ça écrit SA. Vous faites quoi? Vraiment celui-là? Alors écoutez, celui-là, je ne l'ai pas encore reçu, j'attends pour vous dire la réaction. Comment vous réagissez? Parce que c'est très alors, stigmatisant de faire des fautes d'orthographe. Alors c'est très stigmatisant, notamment en France, où on a un esprit très critique et qui est très nourri par un imaginaire de la faute d'orthographe, vous voyez, alors qu'en fait, il y a des francophones un peu plus détendus aussi par rapport à ça. Nous, on a tendance à juger que la personne qui écrit SA est stupide, par exemple. Pourquoi l'intelligence aurait quoi que ce soit à voir avec l'orthographe? C'est totalement décorrélé en fait. C'est juste une maîtrise d'un code qui est permise à certains esprits, qui d'ailleurs n'est pas toujours relié à une certaine éducation. Bref, donc d'abord je me dirais, je sais pas, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aucune étude ne prouve que le fait d'écrire dans une autre forme des textos plus abrégés, plus condensés, phonétiques parfois, ne prouve qu'on parle moins bien et qu'on écrit moins bien dans d'autres contextes. En fait, les SMS, ces formats abrégés, c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de communication et on la parle autrement, on l'écrit autrement. Vous voyez, c'est un nouveau registre. Donc vous n'êtes pas contre? Donc je ne juge pas, je n'infère pas un certain niveau intellectuel de la personne qui écrit SA. SA. En tous les cas, on peut lire votre livre sans faute d'orthographe, le langage de l'amour. Voilà, mais donc là, vous avez un bon exemple, et il a fait ça tout le long, c'est-à-dire qu'il va un peu dans mon sens, genre, c'est stigmatisant, hein? Alors j'ai, oui, c'est stigmatisant. Mais alors vous n'êtes pas contre, enfin, et donc voilà, c'est vraiment, c'était un super exemple de ça, quoi, de ce moment-là. Et donc ensuite, je suis passée en mode, ah oui, vous voyez plus, attendez, je me le remets en format, c'est fini, c'est la fin. Attendez, j'arrive, excusez-moi. C'était bien, oh, c'est gentil. C'est gentil, c'était dur. Donc les fautes d'orthographe, donc vous n'êtes pas contre, machin, voilà. Donc en gros, j'ai quand même dit quelques approximations. Là, par exemple, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai dit sur certains esprits. Enfin, je suis partie. En fait, on voit que je bredouille quand même un peu. Je suis là, j'en pouvais plus en fait. Et voilà. Mais donc, pour me consoler, je me dis que j'ai quand même sensibilisé. Heureusement, j'ai écouté Martine Chtegou ce matin. J'ai fait ça d'aller vers, et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'idéal, et qu'il y a aussi une autre forme de participation à la vie, aux enjeux, au débat public, qui est ce que d'autres collègues du collectif faisaient hier soir, ce que moi je considère des lieux de vie démocratique au sens du philosophe Dewey, vous savez, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de démocratie en dehors des lieux où elle se pratique vraiment, et là il n'y a pas forcément de médias, et donc c'est d'aller parler dans des endroits, des bibliothèques, des centres comme j'ai fait, des théâtres, avec des vrais gens, et là ça se passe mieux évidemment, mais donc le média, c'est sûr, vous pousse à la caricature, crispe tous les enjeux, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.